Bonjour à toutes et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors dans la dernière vidéo, on a vu ce qu'étaient les coordonnées de système et comment passer de l'un à l'autre. Dans cette vidéo, on va voir comment généraliser ce procédé et intégrer la notion de transformation. Alors une transformation peut s'apparenter à une fonction qui prend un vecteur en entrée et d'autres paramètres et qui va donner en sortie un autre vecteur. Alors pourquoi ici on parle de transformation et non pas de fonction? Car tout simplement, on peut s'imaginer que notre vecteur d'entrée se déplace progressivement vers le vecteur de sortie. Alors maintenant, citons quelques transformations les plus connues. Donc la première transformation qu'on va voir est la transformation identité, ou identity en anglais. Alors cette transformation ne fait absolument rien, elle revient à dire que la transformation d'un vecteur A sera égale à A. C'est comme si on faisait f de x est égal à x. Ensuite, on a la translation. Donc la translation, c'est le fait de pouvoir déplacer un vecteur dans une direction quelconque, de norme quelconque et de sens quelconque. De manière algébrique, une translation peut être définie comme l'addition de deux vecteurs, où le premier vecteur serait le vecteur d'entrée de la transformation, et le second vecteur serait le vecteur dans lequel on souhaite se déplacer dans l'espace. Ensuite, on a la mise à l'échelle. Donc la mise à l'échelle, ou en anglais scale, est le fait de pouvoir agrandir, de rétrécir ou même de changer le sens notre vecteur. De manière algébrique, la scale peut être définie comme étant la multiplication d'un vecteur par un scalaire. On peut également voir une autre forme de scale qui est le fait de pouvoir multiplier chaque composante de notre vecteur d'entrée par un autre vecteur. Cela permettra de pouvoir agrandir, rétrécir ou changer le sens de chaque composante de notre vecteur. Ensuite vient des transformations un peu plus complexes qui peuvent être décomposées en plusieurs transformations successives, c'est-à-dire les transformations qu'on a vues précédemment. Ici on va s'intéresser à l'homothétie, à la symétrie axiale, la symétrie centrale et enfin la rotation. Alors donc pour l'homothétie, c'est similaire à la mise à l'échelle. Mais cette fois-ci, on ne va non plus scale notre vecteur directement, on va le faire à partir d'un point de pivot. Donc l'expression ici sera la suivante. Donc on va d'abord soustraire notre vecteur A par notre point de pivot. Ensuite on va scale ce nouveau vecteur créé. Et enfin on va additionner ce scale du coup par notre point de pivot. Alors comme vous pouvez le voir ici, on va donc faire plusieurs opérations successives et notamment utiliser trois transformations distinctes. Donc la première transformation sera donc la translation. Quand on fait A moins P, on fait en réalité une translation. On peut également aussi appeler ça un changement de repère. Donc ici nos opérations ne se font plus à partir de l'origine 0, 0, mais à partir de ce point de pivot. Ensuite, on va donc utiliser la mise à l'échelle. Et enfin, on va utiliser de nouveau la translation. Donc ensuite vient la symétrie centrale. Donc la symétrie centrale, c'est le fait de pouvoir transformer un vecteur A par rapport à un autre vecteur B. De telle sorte que si l'on trace une droite à partir des vecteurs A et B, le point A' placé sur cette même droite soit à une distance 2 fois supérieure à celle de AB. Cela signifie que la longueur de AB et de A'B sont égaux. Alors de manière algébrique, on a deux possibilités. Donc soit on multiplie donc le vecteur B moins A par 2 et on additionne A à la fin. Soit on va utiliser donc non plus B moins A mais A moins B, qu'on va cette fois-ci multiplier par moins 1 et enfin additionner le vecteur B. Donc en fonction de ces deux manières de procéder, ces deux manières de procéder sont équivalentes. Il n'y a pas une des deux plus compliquée que l'autre. Alors ensuite vient la symétrie axiale ou encore la réflexion. Donc cette transformation va consister à prendre un point en entrée et à procéder à une symétrie autour d'un axe. Alors avant de pouvoir vous montrer l'expression algébrique de cette transformation, je vais d'abord introduire la notion de produit scalaire qui va nous être utile ici. Donc le produit scalaire, c'est une opération mathématique qui va prendre en entrée deux vecteurs et qui va donner en sortie un scalaire.
Pour calculer le produit scalaire, on va multiplier chaque composante de chaque vecteur entre eux. Donc la composante x du premier vecteur sera multipliée par la composante x du second vecteur, et la composante y du premier vecteur sera multipliée par la composante y du second vecteur. Une fois qu'on a procédé aux multiplications de chaque composante, on va additionner les différents résultats ensemble. En anglais, le produit scalaire se dit dot product. L'expression algébrique du produit scalaire se fait de la manière suivante, donc ax multiplié par bx plus ay multiplié par by. Le produit scalaire peut également être interprété de manière géométrique comme étant la projection d'un vecteur A sur un vecteur B multiplié par la magnitude du vecteur B. Si la magnitude du vecteur B est égale à 1, la multiplication peut être omise. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil au lien en description si vous voulez avoir plus de détails. Alors, revenons ici donc à notre symétrie axiale. Donc, voici la formule, l'expression algébrique de cette symétrie axiale. Donc ici, on va procéder également comme pour les deux autres transformations, donc l'homothétie et la symétrie centrale. On va utiliser différentes transformations successives pour pouvoir avoir notre résultat. Alors ici, on va d'abord définir donc notre axe par un vecteur quelconque. Donc ce vecteur axe ne doit pas être nul et de centre 0, 0. Ici, on va d'abord se baser sur une axe qui passe par l'origine du plan. Donc l'origine 0, 0. Alors pour pouvoir trouver notre vecteur final, on va commencer par normaliser notre axe pour faire en sorte que la longueur de l'axe soit égale à 1. Ensuite, on va venir projeter notre vecteur initial donc sur notre axe, du coup en utilisant le produit scalaire. Cette valeur va nous donner donc la longueur du vecteur projeté sur notre axe. Ensuite, pour obtenir l'emplacement de ce vecteur, on va venir multiplier ce résultat, donc ce scalaire, par notre vecteur axe, toujours normalisé. On va ensuite soustraire le résultat du produit scalaire multiplié par le vecteur axe par notre vecteur initial. On va ensuite multiplier par 2 et enfin ajouter notre vecteur initial. Si on veut se baser maintenant sur une réflexion sur une symétrie axiale par rapport à un axe d'une direction quelconque, mais cette fois-ci de centre quelconque. Donc cet axe sera placé n'importe où dans l'espace. Alors ici, on va changer légèrement notre formule et faisant un changement de repère en prenant cette fois-ci nos calculs à partir du centre de notre axe. Donc ici, on va remplacer dans le vecteur du produit scalaire par notre vecteur qu'on souhaite avoir notre symétrie, soustraire par le centre de notre axe. Et enfin, à la fin ici aussi également, on va également faire ce petit calcul, donc notre vecteur initial, soustraire par le centre de notre axe. Et ensuite, du coup, on aura notre résultat final avec l'expression affichée sur votre écran. Ensuite, voyons la dernière transformation qu'on va voir dans cette vidéo, qui est la rotation. Donc ici, la rotation va consister à prendre un vecteur en entrée et à le tourner avec un angle quelconque. Donc, sans plus tarder, voyons l'expression algébrique de cette rotation. Donc, la voici. Alors, je vais expliquer comment on a trouvé cette expression en utilisant le schéma suivant. Donc on se place ici dans un repère non normé. Donc on aura notre premier vecteur, donc le vecteur bleu qui sera notre vecteur d'entrée, et le vecteur rouge qui sera notre vecteur final. Ici, donc θ va correspondre à l'angle qu'on souhaite tourner, va correspondre à l'angle dans lequel on souhaite tourner notre vecteur. Et donc l'angle phi va correspondre à l'angle entre donc notre vecteur d'entrée
et l'axe positif des abscisses. Ici, on va transformer notre vecteur de coordonnées x, y en utilisant les coordonnées polaires. Donc, les coordonnées polaires, donc ici, x maintenant sera égal à r fois cosinus de phi, et y sera égal à r fois sinus de phi. R étant la distance entre notre point de départ et notre origine 0, 0. Et phi voilà, correspond du coup à l'angle entre le vecteur et l'axe positif des abscisses. Donc en prenant en compte les informations disponibles sur ce repère, on peut s'apercevoir que notre point final a pour coordonnées polaires x' est égal à r fois cos de phi plus θ, et y est égal à r fois sin de phi plus θ. On a exactement les mêmes formules que la première formule, on est toujours en coordonnées polaires. Le rayon ne change pas puisque la longueur de notre vecteur ne change pas ici. Et voilà, on utilise donc les formules de cosinus et de sinus d'addition d'angle. Et ça c'est très pratique car tout simplement on peut donc utiliser les formules d'addition d'angle de la manière suivante. Donc x' sera égal à r fois cosinus de phi fois cosinus de phi moins r fois sinus de phi fois sinus de θ. Donc le premier c'était cosinus de θ et pas cosinus de phi. Et pour y' on fait exactement pareil, on a la formule aussi, donc ça sera r fois sinus de phi fois cosinus de θ plus r fois cosinus de phi fois sinus de θ. Comme vous pouvez le voir, on peut voir que ici dans nos expressions, on a r fois cosinus de phi et r fois sinus de phi. Eh bien, on peut tout simplement remplacer r fois cosinus de phi par x et r fois sinus de phi par y. Ces deux expressions, donc r fois cosinus de phi et sin fois r fois sinus de phi, correspondent exactement aux coordonnées polaires du vecteur de départ. Du coup, en faisant la simplification, on va s'apercevoir qu'on a du coup la formule de départ que j'ai montré au tout début. Donc voici pour la petite explication de comment on est passé, comment on a trouvé cette formule. Et enfin, si maintenant on souhaite avoir une rotation tourner notre vecteur avec un angle quelconque, mais cette fois-ci on va prendre un centre de pivot et qui va permettre de pouvoir tourner un point autour d'un autre point. Donc ici on va exactement faire comme on a fait pour les autres transformations et faire un changement de repère. On va utiliser les mêmes formules, la même formule qu'on utilise jusqu'à maintenant, c'est-à-dire on va soustraire x et y par donc les x et y par le centre, le point de pivot dans lequel on souhaite tourner notre vecteur, et enfin on va additionner pour chaque composante à la fin x et y. Alors c'est déjà la fin de cette vidéo, donc on a vu ici les différentes transformations utilisées dans les moteurs de jeu et globalement dans les jeux vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va donc implémenter toutes ces transformations dans notre moteur et peut-être voir différents cas pratiques de toutes ces transformations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour les quêtes d'un programmeur. Salut!